Moi, c'est le comment je vais encore garant. Je sais pas. Avant, j'étais chez la table, là, je suis chez ah ouais, la clé. À voir. C'est cool, merci. C'est hyper impressionnant. Je ne sais pas trop comment commencer. Merci beaucoup d'être là ce soir. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Cool. Avant de commencer, est-ce que tout le monde sait où sont les toilettes? Si jamais, c'est pas une blague, si jamais vous avez envie de faire pipi ou tout ce que vous voulez, les toilettes sont juste derrière quand vous sortez. Sentez-vous libre pendant que je parle, si vous avez envie de faire pipi, d'aller faire pipi. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que de ne pas se sentir libre d'aller aux toilettes. Donc voilà, je vous le dis. Si vous voulez boire de l'eau, il y a de l'eau par là-bas, derrière. C'est pareil, si vous voulez vous lever pour aller vous servir un verre d'eau, ça ne posera pas de souci. Il y a du jus d'orange. Voilà. La sortie, est-ce que tout le monde a bien vu? Elle est là-bas. Si jamais vous voulez partir en courant, vous pouvez. Au niveau de la lumière, est-ce que tout le monde est bien? Oui. Sinon, vous pouvez vous déplacer. C'est pareil, ça ne me pose pas de problème que vous vous déplaciez. Au niveau de la température, je ne pourrais pas changer grand-chose, mais vous pouvez enlever vos vêtements si vous voulez. Ça ne me dérange pas non plus. Qu'est-ce que j'ai envie de dire d'autre? Voilà, au niveau du matériel, si vous avez besoin de quelques feuilles pour prendre des notes, moi j'ai des feuilles devant. J'ai pas de stylo, mais j'ai des feutres. Si jamais vous voulez, servez-vous. Pour les chaises, j'espère que vous êtes bien. Sinon, c'est pareil, il ne faut pas hésiter à changer de chaise ou à vous déplacer. Tout ça pour vous dire que mon intention, c'est que vous soyez bien, que vous vous sentiez bien et que vous ne restiez pas dans une position inconfortable pendant que je vais parler. C'est super important pour moi de savoir que vous êtes à l'aise, d'aller sortir, prendre une pause. Si jamais je parle trop, y a pas de problème, vraiment. Pour moi, c'est important. Pour l'environnement, on est bon. Pour le matériel, si vous avez faim, il y a des chips. Sinon, vous pouvez manger votre voisin. J'ai mis à disposition 2 tables. Il y a plein de livres sur la pédagogie Montessori là-bas, à consulter plutôt là-bas, pas trop les emmener trop loin parce que sinon je vais m'inquiéter. Mais vous pouvez venir voir et puis si vous voulez en parler avec moi après pour savoir ce que je pense de quoi on peut. Ici, c'est ma table de kiff. C'est des kiffs. Vous pouvez venir voir par curiosité, après ou pendant, comme vous voulez. Pareil, on pourra en parler. Voilà. Donc environnement, on est bon. Matériel, on est bon. Maintenant, il faut réfléchir à la posture de l'adulte. Alors, est-ce que je me sens détendue? Franchement, ça va. Hein. J'ai eu super peur cet après-midi et du coup, là, ça va. Mais ça me ferait quand même plaisir qu'on prenne le temps tous ensemble de se mettre dans une position confortable et de respirer un bon coup en fermant les yeux pour ceux qui veulent et de se demander quelles sont nos intentions pour la soirée, pourquoi est-ce qu'on est là, ce qu'on est venu chercher. Et voilà. Vous pouvez enlever toute entrave vestimentaire pour bien respirer. Ok, alors c'est parti. J'espère que tout le monde est chaud. Pour commencer, alors merci beaucoup Louise, parce que c'est grâce à toi si je suis là ce soir, parce qu'on s'est rencontrés dans un covoiturage et elle m'a parlé de ce qu'elle faisait ici en service civique à la maison de quartier autour de la parentalité et ça m'intéressait beaucoup, je suis venue voir et j'ai assisté à une conférence ici et en sortant je lui ai dit « Mais meuf, moi je veux faire ça aussi, faut que tu me loues la salle ou que tu me trouves une date » et puis c'est parti, ça s'est fait et donc je suis ici. Et je voudrais remercier la maison de quartier aussi, Sarah qui est là, et tous mes amis, toutes les personnes qui me sont proches et qui sont présentes ou qui ne sont pas présentes.
et ma famille aussi. Quand je me suis entraînée cet après-midi, déjà j'avais un peu les larmes aux yeux quand je le disais. Là ça va. Ok, merci à vous tous d'être ici ce soir. Ça me fait super plaisir. Voilà. Et je m'appelle Marion Guillet, je suis éducatrice Montessori pour les enfants de la naissance à 3 ans. Je me suis formée à Paris avec Patricia Spinelli. C'était une formation merveilleuse et je suis complètement passionnée et fascinée par tout ça et c'est pour ça que j'ai tellement envie de le partager. Je me dis aussi occasionnellement kiffeuse de live professionnelle parce que je suis un peu à la chasse dans la vie de tout ce qui peut me faire aimer la vie encore un peu plus. Donc voilà, pour dire un petit peu qui je suis. Alors, au menu ce soir, nous aurons en entrée le carpaccio de grandes idées. Ce sont les grands thèmes de la pédagogie Montessori que j'ai envie de partager avec vous. Et vous n'hésitez pas à m'arrêter si je parle trop ou si vous avez des questions aussi, parce que là je vais me lancer dans un truc que j'adore, donc il ne faut pas hésiter à, même pour me redemander où est la sortie, comme ça je comprendrai le message. Assaisonné à Maria Montessori, parce qu'il faut quand même que je dise un petit peu qui est cette grande dame. En plat principal, nous aurons la salade de saison, l'environnement, accompagnement fait maison, le matériel, tout ce qui est les objets en fait. Il y aura probablement une petite pause digestive après le plat. Et ensuite on passera au dessert, crème et friandises, l'attitude de l'adulte, qui est ce que je préfère. J'aime pas forcément plus le sucré que le salé, mais j'adore ce passage-là de la pédagogie Montessori. Et ensuite, en digestif, nous aurons un long moment, j'espère, de discussion, questions, conversation. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le programme ? Non ? Ok. Alors, je tiens à préciser que je viens partager avec vous ce soir ce que moi j'ai appris et de la manière dont je la vis. C'est pas la vérité sur la pédagogie Montessori, c'est pas la réalité, c'est ma vérité, ma réalité, et qui est complètement en évolution chaque jour. Je viens vous parler de ce que je vis moi au travers de tout ça. Voilà. Alors, ce que vous aurez découvert à la fin de la soirée, parce qu'on a quand même un objectif ici ce soir, ok, c'est d'avoir appris une nouvelle manière de cuisiner. Moi, je vais vous proposer des alternatives pour faire de nouvelles recettes. Mais après, à chacun d'assaisonner comme il a envie, selon ses goûts, selon son temps, selon son porte-monnaie, selon voilà, qui vous êtes et ce que vous avez envie d'en faire. Je ne vais pas tarder à m'enflammer là, on va se lancer dans le vif du sujet. Pour Maria Montessori, qui est-ce que c'était ? Là, je vais quand même vous lire 4 petites lignes parce que si c'est moi qui l'a décrit, ça va durer. C'était un docteur en médecine, une des premières en Italie. Elle était aussi psychiatre et anthropologue, militante pour la cause des enfants et des femmes au début du XXe siècle. Et ce fut une des premières pédagogues à concevoir une science de l'éducation. Oui. Parce que tout ça, c'est scientifique. Et elle a élaboré du matériel scientifique sensoriel. J'en dirai pas plus. Et elle élabore sa pédagogie tout au long de sa vie, en fonction de ses rencontres, de ses voyages, mais surtout de ses observations. Parce que la science, de ce que j'ai cru en comprendre, c'est avant tout ça. C'est si on veut comprendre un arbre, on peut le couper, on peut le disséquer, on peut regarder tout ce qu'il y a à l'intérieur, on va le comprendre d'une certaine manière. Mais est-ce que c'est pas beaucoup plus intéressant de se poser et puis de le regarder évoluer ? Bon, un arbre, c'est très très long, j'ai peut-être pas pris le meilleur exemple, mais on en apprend beaucoup plus sur la nature en l'observant qu'en la disséquant, selon moi. Voilà. Surtout qu'on parle d'enfants. Voilà. C'était pour Maria. L'embryon spirituel. Alors, Maria Montessori, dans sa théorie, un enfant, quand il est dans le ventre de sa maman et que c'est un embryon physique, il va absorber tout ce qu'il y a dans le liquide amniotique, tout ce qu'il y a dans le ventre de sa maman, et ça va constituer ses organes. C'est ce qui va faire de lui ce qu'il est physiquement. Et selon elle, de la naissance à 3 ans, et moi je pense un peu encore tout au long de notre vie, on absorbe notre environnement et les gens qui sont autour de nous, et ça fait qui on est. Donc si on parle du tout petit enfant, de 0 à 3 ans, ça va construire son identité, ce qu'on lui propose comme environnement. Imaginons qu'on arrive dans une cuisine et on a envie de faire un plat de dingue. Je ne sais pas trop pourquoi j'ai tout axé autour de la cuisine, mais visiblement ça me parle.
Et les gens sont super stressés dans cette cuisine. C'est le bazar, il faut aller vite, le matériel est désordonné. Il y a de grandes chances qu'au bout d'un moment, on se retrouve aussi un peu stressé et désordonné. Et c'est comme ça, on est humain et malgré nous, on absorbe tout ce qu'il y a autour de nous et ça fait ce qu'on est dans l'instant présent. Pour l'enfant, visiblement, ça aurait un impact beaucoup plus fort sur toute sa vie, ce qui se passe pendant les 3 premières années. C'est très responsabilisant, mais à la fois c'est passionnant et puis il faut être bienveillant avec soi-même. On fait du mieux qu'on peut avec qui on est à chaque instant et voilà. Mais c'est bien de l'avoir en tête, cette capacité qu'a l'enfant. Est-ce que ça pose question à quelqu'un, cette histoire d'embryon spirituel ? Elle dit aussi embryon psychique. Mais bon, voilà. Cet embryon spirituel qui est doté d'un esprit absorbant. Ça, c'est le nom d'un de ses bouquins, donc vous en avez peut-être entendu parler. C'est cette faculté dont je parlais d'absorber son environnement et le comportement des gestes. Et on peut le voir aussi dans le mimétisme. Les enfants qui disent des gros mots, ils ne les ont pas inventés. Ils les ont entendus quelque part. Et voilà, je pense qu'on peut faire le lien entre l'esprit absorbant et le mimétisme. L'enfant va répéter ce qu'il observe. Et au-delà de ça, quand il apprend une langue, on voit bien aussi comment est-ce qu'il fait pas... Il n'y a pas vraiment d'effort, il est dans la joie, il est juste dans un bain de langage, et puis ça se passe, il apprend, et ça le construit. La linguistique et tout, je ne connais pas de ouf, mais apparemment, ça construit vraiment qui on est, notre manière de parler. Donc il y a ça aussi, l'importance du choix des mots quand on s'adresse à un enfant. Et ce qui est très important, selon moi, c'est que cet esprit et cet embryon ne font pas la différence entre le bien et le mal. Il n'y a pas de distinction. L'enfant va faire ce qu'on fait et il ne fera pas ça pour mal faire. C'est juste qu'il a vu. Il a vu ça et donc il le refait parce que pour lui, c'est son moyen de communication, parce que c'est comme ça qu'on a communiqué avec lui. Donc voilà ce que j'ai à dire sur l'esprit absorbant. Toujours pas de questions ? Ok. L'ordre. Moi, je suis devenue un peu psychorigide en sortant de ma formation Montessori. Il a fallu que je me détende un peu, même à la crèche. J'ai mes collègues qui sont là et qui le savent. Au début, je me mettais la pression. Il faut vraiment que chaque chose soit à sa place. Alors, je me suis détendue, mais c'est quand même très important. Selon Maria Montessori, l'ordre extérieur va créer un ordre intérieur. J'en reparlerai un peu après en parlant du matériel et de l'environnement, mais il y a vraiment cette histoire de... Prenons ce même exemple on est dans la cuisine. Si toutes les fourchettes sont au même endroit, et les couteaux sont au même endroit, et les casseroles et tous les objets, quand on arrive dans la cuisine, au début, on explore, ok, c'est ordonné, on retient... Donc on peut s'orienter, donc on peut tester des nouvelles recettes. On peut se mettre à explorer parce qu'on se sent sécurisé. Ouais, c'est ça le mot. En fait, l'ordre, elle permet de créer une sécurité intérieure. Et on est très nombreux à ne pas être sécurisés intérieurement en tant qu'adultes aujourd'hui. C'est fou, comme des petits changements dans notre emploi du temps, ça peut nous retourner complètement. Quelqu'un qui nous dit que finalement ça ne va pas se passer comme on voulait, là, wow, faut se remettre bien. Faut se dire que pour un petit enfant, surtout avant 3 ans, on a tendance à faire un peu n'importe quoi, à le changer sur le canapé, à lui mettre le pot à côté dans la cuisine, à faire un peu comme on veut, comme ça nous arrange nous. Alors que pour lui, c'est très important, surtout quand il apprend la continence, que le pot soit toujours au même endroit et dans un lieu qui ait du sens. Je m'enflamme un peu. J'aime beaucoup cette partie sur l'ordre et elle est vraiment très très importante. Mais je vais revenir dessus sur l'environnement et le matériel après. Une question ? La collaboration. Ça, c'est le fait qu'avec les enfants, l'idéal pour leur apprendre quelque chose, c'est de faire avec eux. Et donc, le challenge, c'est de réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire ce qu'on fait habituellement dans notre journée avec eux. Nous, à la crèche, par exemple, on a tendance à passer beaucoup de temps à plier du linge. Mais on le fait, nous, adultes, il faut plier les serviettes, tout, on prend du temps à le faire parce qu'il faut aller vite, parce qu'après, il faut s'occuper des enfants. Mais en fait,
On est en train de réfléchir à comment rentrer ça dans les activités de l'enfant au quotidien aussi. Et donc, c'est trop cool quand on est tous ensemble avec les enfants et qu'ils font n'importe quoi avec les serviettes qu'on a essayé de plier déjà bien avant. C'est pas grave, on prend le temps et on recommence et ça fait partie de l'activité de la journée. Si vous voulez faire à manger avec votre enfant, c'est trop cool de pouvoir le laisser prendre par exemple les couverts, et puis moi je vais chercher le bol, et puis toi est-ce que tu veux bien mettre ça à la poubelle, et puis moi je vais faire ça. Ou alors pour s'habiller, tiens, t'as qu'à mettre ta chaussure droite, et puis moi je vais mettre ta chaussure gauche. L'importance de la collaboration, parce qu'avant de pouvoir faire tout seul, il faut faire avec. Finalement, nous c'est pareil quand on apprend à conduire, ou tout en fait. Donc pas hésiter à prendre le temps avec vos enfants ou avec les enfants que vous côtoyez de tout faire avec eux. Même fermer le manteau, tous les trucs de la vie quotidienne. Vous avez certainement des idées qui vous viennent en tête. J'espère. Est-ce que ça questionne quelqu'un la collaboration ? Est-ce que quelqu'un a envie de parler d'une possible limite que ça aurait ? Parce que je vais dire plein de choses, mais peut-être dans votre tête, vous êtes en train de me dire « elle dit ça, mais en fait, dans cette situation, ça serait sacrément compliqué. » Ok. Alors, on passe à la suite. Tadam ! C'est ce que je préfère, moi. C'est la philosophie de Maria Montessori qui est derrière tout ça. L'éducation pour la paix. Je ne sais même pas par où commencer. J'ai noté des choses. Le maître et l'enfant, peut-être que vous l'avez vu. Oui, voilà, j'ai noté mon pense-bête. L'enfant nous apprend tout sur nous. Et si on fait preuve d'un peu d'humilité, quand on rencontre quelqu'un, peu importe son âge, peu importe n'importe quoi, en fait. Il a tout à nous apprendre sur nous et sur comment est-ce qu'on répond et réagit face à la vie. Et si on arrive à pacifier nos relations avec un enfant, et au-delà de ça, moi je pense si on arrive à pacifier nos relations avec nous-mêmes, avant de le faire avec l'enfant, même si c'est un très bon maître pour ça, eh bien, de manière fractale, c'est un mot que j'adore, mais je ne saurais pas trop comment le décrire, de manière un peu miroir, eh ben, les nations, peut-être, elles s'entendraient bien. En fait, c'est ça qu'elle dit, Maria Montessori ici. Si on veut que les grands de ce monde, ils s'entendent bien, commençons par le faire chez nous. Mais ça, c'est pas un secret, on le sait aujourd'hui qu'il faut commencer chez soi et que la mini-communauté, elle commence à la maison ou en colocation, en communauté. Voilà. Donc, comment est-ce que l'enfant nous apporte toutes ces clés de... J'ai envie de dire de sérénité, et à la fois, quand je pense à tout ce que l'enfant apporte, il réveille beaucoup plus que toutes les émotions, quoi. L'éducation pour la paix dans le monde. En tout cas, moi, c'est pour ça que je fais ce que je fais. C'est parce que ça me parle complètement, cette histoire de travailler avec les enfants pour leur offrir les clés d'une humanité qui va mieux, qui accepte mieux ses émotions, qui communique, qui est en sécurité intérieurement et qui peut aller explorer le monde et le transformer. Voilà. Donc comment est-ce qu'on lui transmet la culture de la manière la plus... avec amour en fait. L'éducation pour la paix, moi dans mes initiations, je l'appelle le facteur love. Comment est-ce qu'on met de l'amour dans tout ce qu'on fait ? Voilà. Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec ça ? Ok. Vous êtes bien silencieux. Donc voilà les bases, selon moi, des grandes idées de cette salade de grandes idées de Maria Montessori. Nous allons donc passer au plat. J'avais prévu de jouer une petite musique du genre Star Wars ou Beethoven ou ukulélé, mais j'ai pas pris le temps d'apprendre. Oui, j'ai pris le maracas. Alors, l'environnement, ce qui est très important. Et pour moi, Montessori, on peut le faire avec les enfants, mais on peut aussi le faire chez soi. Et moi, je le fais chez moi, et je pense qu'on pourrait faire du Montessori du travail, Montessori management, ça marche pour tout. Comment est-ce qu'on crée des espaces pour tout ? Notre salle de bain, elle sert à ce à quoi elle sert. Notre chambre, pareil. La cuisine aussi. Pour les enfants, on a tendance à un peu tout mélanger, mais même pour nous, hein, moi parfois je travaille sur mon lit alors que c'est pas du tout l'air du sommeil, l'air du travail mon lit, c'est plutôt l'air du sommeil. Comment est-ce que ça participe à l'ordre intérieur aussi ça ?
comment est-ce qu'on organise son environnement. Donc à la crèche, on a un espace pour tout. Et autant que faire se peut, dès la naissance, avec les tout petits, je ne sais pas combien de personnes se sentent concernées quand je parle des tout petits. Moi, j'adore. On ne le change pas toujours sur le canapé, là où on l'habille, là où on le nourrit. On crée des espaces. Il y a un endroit où on va prendre le temps de le nourrir. C'est un espace qui est dédié à ça, avec ce qu'il faut autour de soi. Pour le changer, c'est pareil. Il y a un espace, ça ne change pas, c'est le même. Le lit, on ne le bouge pas de place parce que ça nous arrange. Autant que possible, évidemment, autant que possible. Voilà. Et puis il y a toute une histoire dans Montessori d'esthétique, de comment est-ce qu'il ne faut pas que le plafond soit trop, la luminosité doit être douce, le bruit ambiant. Vous avez remarqué qu'au début de la conférence, je vous ai demandé est-ce que la lumière c'est cool, est-ce que le bruit c'est cool, la température. Il faudrait faire pareil avec les enfants quand on leur offre un espace, vérifier que c'est pas agressif pour eux. Voilà. Que dire d'autre sur l'environnement? On est bon. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez le droit à des questions très précises aussi, sur des cas très spécifiques, même si c'est pas complètement en lien. On peut tchatcher tous ensemble. Ok. Alors, je passe au matériel. La première entrave au développement, ce sont les vêtements. S'il vous plaît, enlevez les chaussures, les chaussettes et les chaussons des tout petits enfants qui ne savent pas marcher. Voilà, je l'ai dit. C'est la base de la base. Il ne faut pas faire ça. Bon, vous faites comme vous avez envie de faire. Mais pour le développement psychomoteur optimal de l'enfant, il faut qu'il puisse bouger, il faut qu'il puisse enlever son pull tout seul, il faut qu'il puisse enlever son pantalon tout seul, ses chaussettes aussi. Si on leur met des collants et des bodys, je me pose des questions, moi, sur l'intégration du schéma psychocorporel, de toujours avoir du tissu sur soi. Voilà. Et puis en plus, ça favorisera l'autonomie et la confiance en soi. Parce que c'est ça que j'ai pas dit, mais tout ce que je baragouine là depuis le début, c'est pour favoriser l'autonomie et la confiance en soi chez les tout petits. Comme ça fera des adultes autonomes et épanouis. On privilégie le matériel en bois. On évite tout ce qui est plastique, paillettes, couleurs flash avec du bruit en plus. C'est pour ça qu'on parlait de matériel sensoriel spécifique. C'est tranquille, quoi. Il se développe, l'enfant, il est en train de développer ses sens, donc les objets, c'est bien s'ils stimulent un sens ou deux à la fois et que c'est du matériel soft. Voilà. Et comme nous, même pour les couverts, nous à la crèche, on a un vaisselier magnifique avec des petites assiettes, des petits verres, des petites fourchettes, des petits... On n'a pas de petits couteaux. Des petites cuillères, mais c'est de la vraie vaisselle C'est de la vraie vaisselle comme la nôtre, mais en tout petit. Et ça, c'est très dur à trouver. C'est ça qui est compliqué dans la pédagogie Montessori, j'ai l'impression, pour la plupart des gens, et les crèches, c'est de trouver le matériel. Parce que ça coûte une blinde, ou alors il faut aller se balader dans des braderies, chez Emmaüs, trouver des tout petits trucs. C'est un peu la chasse au trésor, donc ça a un côté cool aussi. Mais c'est pas forcément facile. Voilà. Est-ce que ça pose question à quelqu'un, ce que je raconte? Est-ce que quelqu'un osera s'exprimer? Cool. On peut trouver du matériel chez Ikea, c'est pas trop cher. Peut-être. Bon, c'est une multinationale, okay. Mais c'est en bois. Et puis il y a vraiment des ustensiles de cuisine, genre mini fouet, mini casserole. Ouais, c'est fort probable. On en a de Ikea à la crèche? Je crois pas. Mais c'est possible, oui. Ouais, c'est possible. Ikea. Une précision, chez Monoprix, il y a des petites cuillères et des petites fourchettes qui sont très bien. C'est vrai? Qui pèsent beaucoup. Ouh. Bon, alors Monoprix et Ikea, des petits objets sympas. Février, c'est supermarché. Ok. Et je voulais Vas-y, exprime-toi. par rapport aux chaussettes et aux chaussures des enfants, il y a autre chose qui est important aussi, c'est qu'il y a le réflexe d'agrippement là, des doigts de pied.
Et que si les enfants marchent toujours avec des chaussures et des chaussettes, ils intègrent pas bien ce réflexe, enfin il disparaît pas en fait, alors que c'est un réflexe qui est utile juste au tout nouveau-né. Et du coup, Vous entendez bien derrière? Ouais, ils ok. peuvent développer des problèmes de la marche. Donc souvent les kinés rencontrent des enfants comme ça qui conservent le réflexe de l'agrippement du doigt de pied. Et ils ont des problèmes de marche, donc ils marchent sur l'intérieur, sur l'extérieur du pied. Et c'est lié à ça. Bah ouais. D'où l'intérêt de les laisser marcher Pieds nus. pieds nus dans la neige. Allez, pourquoi pas. Non mais je suis ok. Est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus? Oui, mais parfois il y a des parents qui ont peur que les enfants tombent malades. Oui. Et ils ne aiment pas. Alors comment est-ce qu'on fait quand on est professionnel de la petite enfance et que les parents, ils veulent pas parce qu'ils ont peur que les enfants attrapent froid? On leur dit pas. On leur explique. Bah oui, on leur explique. Il faut trouver des moyens d'explication et de communication qui aillent à tout le monde et... Je suis bien d'accord. Quelqu'un veut rebondir? Ok. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Offrir aux enfants une représentation réelle quand on leur propose des objets. On a tendance à... Enfin, on a tendance... Moi, j'ai beaucoup vu des pailles en forme de serpent ou de dragon, ou alors il y a d'autres, tout plein d'objets détournés de la vie de tous les jours. Donc, idéalement, leur proposer une représentation réelle du monde, que ça soit dans les objets qu'on leur propose ou dans les histoires qu'on leur lit aussi. Allez, je me lance, j'en parle quand même. Je voulais pas, mais tant pis. Les livres, c'est bien si les histoires qu'on raconte aux enfants, ce sont des histoires avec des êtres humains qui parlent. J'ai l'impression que 95% de la littérature jeunesse, ce sont des animaux. Donc si vous avez des bouquins chez vous pour enfants avec des humains qui font des choses de la vie normale, eh ben, je suis friande des titres de livres. Donc n'hésitez pas à me contacter pour m'en donner. Et puis je pourrais faire une petite liste et la mettre à disposition. Parce que c'est très important ce qu'on lit aux enfants. Tu voulais dire quelque chose ? Oui, les chansons aussi. Et les chansons aussi. Il y a plein de chansons qu'on chante aux enfants qui sont super bizarres. Bateau sur l'eau. Bateau sur l'eau qui tombe dans la rivière. L'eau qui tombe dans la rivière. Ouais, et puis le lapin qu'on tue, ou le chasseur, ou la souris qui est verte. Donc pareil, si vous avez des chansons poétiques qui ont du sens, je suis friande de toutes ces choses-là. Alors je vois que ça a un peu envie de tchatcher. Alors je propose qu'on fasse 5 petites minutes de pause avant que j'enchaîne sur le dessert. Et oui, avec plaisir. Juste un truc sur les livres pour les enfants. Les animaux, c'est chouette, enfin, les histoires avec des animaux. Oui, c'est chouette. C'est un animal chouette. Je suis pas contre. Je suis juste pas complètement pour. Mais c'est quoi l'explication? Eh bien parce que selon Maria Montessori, avant 6 ans, mais moi je vais parler seulement pour les avant 3 ans parce que je veux pas trop m'avancer, eh ben la différence entre la réalité et la fiction, ça va être compliqué pour eux à intégrer. On a tendance à faire beaucoup de second degré avec les enfants et ça les met pas forcément à l'aise. Je suis sûre que vous avez plein d'exemples de... Quand on dit aux enfants, ah, t'es à manger, ou je te mangerai, ou wouhou, voilà. Ou tout plein d'autres choses, j'en ai pas en tête, mais évitez le second degré avec les enfants. Et de la même manière, quand on leur raconte des histoires, choisir des choses, des représentations du monde réel. Et donc, les comptines, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud, on enlève. Je ne peux pas dire on enlève, parce que s'il y a le facteur love, si vraiment ça vous nourrit intérieurement de transmettre cette chanson à un enfant, bah faut le faire. Juste, moi je trouve que idéalement, c'est mieux que nous. Mais parce que c'est ce qu'on m'a appris. Après, c'est ce qu'on m'a appris. Nous, on évite à la crèche. Et vous chantez quoi, du coup? La famille tortue. On essaie de faire des chansons avec des parties du corps, des gestes. Moi, je suis pas très douée en chansons.
Enfin, pas en... Vol papillon. Ouais. Pour revenir juste sur les livres avec les animaux, parce que j'adore les livres, je travaille avec des enfants, donc plein de livres. Et je trouve que c'est intéressant quand même les livres avec les animaux, parce que ça permet d'aborder des sujets avec un peu plus de recul. Par exemple, la mort, imaginons, si c'est un chien qui meurt, c'est triste, mais je trouve que c'est moins... Enfin, les enfants ont l'air de mieux digérer que si c'est ta petite sœur qui meurt. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est l'adulte, en fait, pour qui c'est plus simple de parler de la mort de manière un peu différée à l'enfant, alors que l'enfant, la mort, ça fait juste partie de la vie. Et si on arrêtait de mettre des tabous et de mettre des reculs et du second degré sur les choses importantes, comme la mort et d'autres choses, eh ben, peut-être qu'on irait mieux. Je sais pas, c'est comme ça que je le vis, en tout cas. Parler de la mort, franchement, avec un enfant, quoi. C'est nous que ça attriste. Lui, il est ok, lui, il va passer à autre chose. Ouais, mais je trouve que ça fait... Enfin, je fais de la médiation animale aussi, je travaille avec mon chien. Et du coup, les enfants transfèrent beaucoup de choses en voyant mon chien faire. Par exemple, Mira fait une bêtise, elle mange mon jouet, qui est une grosse vache. Elle le ronge, voilà, il est cassé. Donc ils se disent, ah, elle a fait une bêtise, donc on ne peut pas lui donner une petite récompense, parce que des fois on lui donne une petite croquette quand on va bien travailler Mira dans la séance. Et par contre, si c'est un autre enfant qui va casser un matériel ou quelque chose comme ça, ils vont pas transférer, je crois que je m'exprime pas super bien, mais j'ai l'impression qu'ils transfèrent beaucoup plus ce que fait l'animal que ce que fait l'humain. Ok. Est-ce que quelqu'un a envie de rebondir là-dessus ou de répondre à ça? Et du coup, je suis assez d'accord avec la personne parce que je pense qu'un animal domestique pour un enfant, c'est un peu l'équivalent d'un être humain en fait. Enfin, c'est un être humain en fait. Ok. Donc du coup, ça me choque pas d'utiliser des animaux. Mhm. Ouais, j'entends bien. Mais le chien parle pas dans la réalité. Alors que dans le livre, il va mettre des mots. Enfin, moi, c'est ça que... ça Après, l'enfant fera la différence en grandissant. Enfin, c'est Ah bah, il verra en grandissant. Ouais. un domestique qui est décédé, après une personne qui est décédée, et ma fille a compris que c'était la même chose en fait, alors que c'était au départ un animal et après une personne. Donc ça va. Moi, je répète, je ne suis pas contre tous ces livres-là. C'est ce qu'on m'a appris et ça a du sens pour moi de ne pas le faire en tant qu'éducatrice Montessori. Après, quand je vais chez les gens, si l'enfant n'a que des livres avec des enfants qui parlent et qu'il a très envie que je lui lise une histoire, évidemment, je vais le faire. Il n'y a pas de souci. Mais c'est pour attirer l'attention sur comment est-ce qu'on choisit les objets qu'on présente aux enfants. Est-ce que c'est pour nous, parce que ça nous fait plaisir, ou est-ce qu'on s'est mis à sa place et on se demande ce qui est intéressant pour lui? J'ai parlé d'une petite pause, alors on peut continuer de tchatcher ensemble, mais ceux qui veulent aller faire pipi ou servir un verre d'eau, sentez-vous libre de le faire. Je regarde juste l'heure. 20h46, on est bon. Ok. Une toute minute dernière remarque, mais c'est que bon, je fais l'éloge des livres avec les animaux. Enfin, j'ai des livres avec des bébés humains, des grands humains, tout ça. Mais quand il y a des livres sur les animaux, ils apprennent plein de noms d'animaux en fait. Ça amène beaucoup plus de langage que quand c'est des humains. Parce que humain, c'est papa, maman, petit frère, petite sœur, ils font ça dans leur environnement proche en fait. Et les animaux, t'as les cris des animaux, la couleur, le film, ça va. Il faut la différence entre le mot, la nage. Mais Je l'aurais fait avec la bouche. Pour le dessert, ma partie préférée. Est-ce que tout le monde est chaud? Alors l'adulte, vous, moi, eux. Ça c'était la pause. Tadam! Ça en fait des choses. Être un modèle, observer ou le pouvoir de l'observation, adapter l'environnement et le matériel, favoriser la collaboration, communication bienveillante et se mettre bien, quoi. Le bien-être, tout ça.
Être un modèle. Le travail de l'éducatrice Montessori, c'est de se constituer en modèle. C'est très compliqué. Je vois pas trop comment développer ça. Pour moi, ça parle de lui-même. Si on a envie que l'enfant se comporte d'une telle manière, bah, il faut qu'on montre comment faire. Donc, par exemple, quand l'enfant se met en colère et qu'il pète un câble, eh ben, à ce moment-là, moi, j'aime me demander, et en fait, je me suis posé la question une fois et je n'arrête plus de me poser la question depuis, mais qu'est-ce que je fais, moi, quand je suis en colère ? Bah, moi, je fais des choses super, mais il y a des gens, parfois, ils fument des cigarettes, ils vont boire une bière, ils vont regarder une série, ils vont refouler complètement. Le tout petit enfant, il ne peut pas fumer sa clope en buvant sa bière devant une série. Donc voilà, sujet de réflexion pour tout le monde. Tout à l'heure, on parlait du fait que l'enfant il a tendance à reproduire justement ce qu'il voit. Mais c'est-à-dire que par exemple, si un enfant n'est jamais confronté à la colère, est-ce qu'il ne va jamais se mettre en colère ou enfin c'est Non, ça me fait plaisir que vous vous répondiez. Non, je disais juste que moi je pense qu'ils l'apprennent quand même par rapport à ce qu'ils ressentent aussi. Quoi. Quand il y a un autre enfant qui va lui prendre un jouet, je pense qu'il va quand même. Ça va l'agacer quoi. Je pense. C'est naturel. Après, moi, pour l'imitation, je dirais plus. Pas hésiter à parler bien fort pour que tout le monde entende. Ouais. Après, je pense que par rapport à l'imitation, l'enfant, il va se mettre en colère, ok, mais imiter, il va le faire pour montrer sa colère. S'il a toujours vu sa maman ou son papa qui crient quand ils sont en colère, peut-être il va crier aussi. Mais je pense que la colère va venir quand même de lui-même. Ouais, mais il peut l'exprimer d'une différente manière, par exemple. Voilà, ça serait plus dans l'imitation. Comme ça, Si je peux répondre, le truc c'est qu'il n'y a pas que le père et la mère qui est présent, c'est qu'il y a un environnement autour. Donc l'enfant il n'est pas enfermé dans une maison avec deux parents ou deux tuteurs, mais qui va être confronté à un environnement qui reflète énormément la colère, ça fait sens dans notre société actuelle. La télévision. Oui. Qu'est-ce que tu fais toi pour te calmer du coup ? Alors moi, qu'est-ce que je fais pour me calmer ? Moi, j'ai mon ukulélé. Je respire aussi beaucoup, parce que je suis sophrologue, alors je respire super bien. Je fais du cerceau, beaucoup aussi, le dewlop. Mais alors par exemple, si je suis à la crèche et que j'ai pas mon ukulélé ou mon cerceau, bien que à la crèche parfois il y a mon ukulélé et mon cerceau, et ben qu'est-ce que je fais ? En général, si par exemple un enfant, je lui montre plein de fois comment faire un truc et puis ben il en met juste partout et que à ce moment-là moi je suis pas disponible pour faire de la communication bienveillante, et ben je respire un bon coup et je parle plus, je le fais à sa place, je nettoie. Sagement, parce que je me dis, comme il a un esprit absorbant, il va me regarder et puis il va absorber la manière dont on nettoie. Donc je nettoie tout doucement, c'est ça que je fais. Ou alors je vais rouler des tapis tout doucement aussi. Mais toujours dans l'idée que, bon, ils sont en train de m'absorber, alors il faut que je fasse tout doucement mes gestes, en réfléchissant bien à mes mains. Je focus mon attention sur quelque chose. Voilà. Est-ce qu'on peut leur enseigner ça justement aux enfants, une manière de réagir par rapport à la colère, de respirer, de tout ça? Alors je suis sûre qu'il y a plein d'idées, Ouais. mais ça me donne envie de rebondir avant. C'est mon projet 2019, aller faire un tour de France en camping-car pour demander à tous les gens de la petite enfance et autres qu'est-ce qu'on peut offrir comme outil aux enfants pour qu'ils puissent exprimer leur colère ou leur joie ou leur tristesse. Parce que moi j'ai quelques clés pour moi, avec les enfants on a quelques trucs. Montessori c'est canalisé sur le matériel, sur le sensoriel, sur des choses sur lesquelles il faut se concentrer. Et puis parler des émotions. Mais il y a plein d'autres choses, je suis sûre que vous avez plein de combines. Il y a des histoires de boîtes de la colère ou des coussins, je ne sais pas trop quoi en penser, des coussins de colère. Mais why not ? Quelqu'un a envie de partager sa technique ? Juste les laisser crier à l'extérieur. Bah ouais. Ça, Bah ouais.
pieds nus à l'extérieur. Ouais, les laisser crier, mais complètement. Ou la roue des émotions. Qui Ouais. montre qu'ils puissent mettre un mot sur leur ressenti. Et alors, pour revenir là-dessus, eh ben, il faut le faire soi-même pour que l'enfant l'intègre. Et faire avec lui, en collaboration, pourquoi pas. Lui montrer, regarde là, je me sens comme ça. Et là, du coup, ça va mieux. Des pictogrammes avec des visages. Mhm. Avec les enfants qui ont des handicaps, ça marche bien. Ouais, Parce qu'ils reconnaissent les visages. Quoi. ok. Ou des enfants sans langage. Est-ce que tu les as en matériel informatique, genre en fichier ou... Moi, je veux bien que tu me transmettes ça. Et tous ceux que ça intéresse, moi, je veux bien transmettre aussi ça. Quelqu'un a envie de partager une autre technique? Moi, j'ai une question. Oui. Par exemple, quand je suis en colère et j'ai envie de crier, je ne peux pas crier avec l'enfant pour extérieur, parce que c'est extériorisation des... Oui, c'est ça, vous comprenez. Mm. Des émotions, donc je veux dire que moi je suis pour... quand je sens quelque chose fort, il faut extérioriser 100% pour que je puisse continuer. Donc est-ce que ce serait pas le moyen de... J'ai envie de crier, donc je crie, je vais dire on va crier ensemble, on va crier à l'extérieur, et après c'est fini. Ça peut marcher ou pas? Moi, je l'ai déjà fait. Et ça avait marché. Mais peut-être que pour d'autres, ça ne marcherait pas. Peut-être que si toi, tu le sens, vas-y. Après, c'est plus socialement acceptable quand c'est un enfant Qu'un adulte. Enfin, par le regard extérieur. Mais là, clairement, on est dans du socialement inacceptable. Hein. Franchement, Montessori, ça pose question à beaucoup de personnes. Et puis tout ce qui est pédagogie alternative, pédagogie positive, communication bienveillante, on passe un peu pour un extraterrestre parfois. Franchement. Hein. Donc là, on est dans une idée de, bon, bah, on s'en fiche si on est mal regardé. Enfin, moi, je suis un peu comme ça. Oui, parce qu'on est dans une société où on accueille moins les émotions, enfin, les laisser... on apprend un peu à la crèche quand on se sent... Enfin, moi, en début de semaine, j'étais... Enfin, on remet tout ça, et du coup, j'ai expliqué aux enfants, ils étaient... Enfin, au moment d'aller dormir, je sais pas, vous avez compris, quoi, ils étaient... Enfin, moi, je sais pas, j'ai ressenti vraiment qu'ils étaient... Ouais. Quand on communique comme ça. Fatiguée. Ouais, pas hésiter à dire aux enfants, quoi. Là, t'y es pour rien. Moi, quand je suis énervée, je fais ça aussi. Je dis à l'enfant, t'y es pour rien, vraiment. Juste là, je suis fatiguée ou je suis en colère à cause de moi ou de ma vie. C'est pas contre toi. Et l'enfant, bah, en général, il arrête de chercher les limites quand il a compris que c'était pas lui. Quelqu'un veut rebondir là-dessus? Donc, se constituer en modèle. Le pouvoir de l'observation. Si on observe un enfant qui met de l'eau partout, par exemple, ce qui n'arrive jamais, et bien peut-être que juste il a trop envie de jouer avec l'eau. Alors là, on peut se poser la question, comment est-ce que j'adapte mon environnement? Quel environnement est-ce que je lui propose? Est-ce que l'environnement que je lui propose, il lui permet de jouer avec l'eau? Et le matériel que je lui propose, est-ce qu'il lui permet ça? Et moi, est-ce que je suis disponible intellectuellement? Et je reviens toujours là-dessus, l'environnement, le matériel, la posture de l'adulte. Et moi, est-ce que ça me pose problème? Parce que je peux très bien lui donner une quantité d'eau définie dans un espace où c'est OK, et puis il fait ce qu'il veut. Et au bout d'un moment, il n'y a plus d'eau, maintenant, on va sécher. Tiens, on va sécher tous les deux. Où est-ce qu'elle est, la serviette? Je l'ai mise dans un endroit accessible pour l'enfant. Il faut que le matériel que l'enfant utilise soit accessible. S'il est obligé de demander toujours pour monter sur les toilettes, pour attraper la serviette, pour prendre de l'eau, ça ne favorise pas franchement l'autonomie et la confiance en soi. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais qui est très très important sur le matériel et l'environnement, que tout soit accessible à portée de l'enfant. Mais quand je dis tout, ça ne veut pas dire tout. Ça veut dire on sélectionne ce qu'on propose et c'est en quantité limitée. Par exemple, les bouquins de la maison, on ne lui propose pas toute la bibliothèque. Ou les vêtements, quand il veut s'habiller le matin, on ne lui propose pas toute l'armoire. Parce que sinon, il peut tout mettre. Donc, seulement 1 ou 2 tenues, 3-4 bouquins, on sélectionne. C'est un vrai travail de préparation de l'environnement et du matériel. C'était ça que j'allais dire après. Donc, l'observation, c'est ça. Il y a un problème, ok. Je prends du recul. Et j'observe.
Qu'est-ce qu'il est en train de me transmettre comme message là, mon enfant? Si vous étiez tous en train de tchatcher dans un coin, bah, je me dirais ok, observe, vous avez envie de tchatcher, bah, fais une pause. Et puis c'est très scientifique comme manière d'agir, visiblement. Observation. Il y a des scientifiques ici qui observent longuement des choses pour voir comment ça fonctionne? Non? Ouais? Oui, je peux rester longtemps sur quelque chose. Et puis en plus, quand on observe l'enfant, bah, ça nous détache un peu de toutes les interprétations qu'on se fait dans notre tête de ah, il fait ça pour ça, ou pourquoi il fait ça, ou tout ce qu'on pourrait imaginer dans notre tête quand on est dans les émotions et qu'on a envie de dire non, stop, fais pas ça. Si on se retient et qu'on observe, on peut se dire ah, il y a quelque chose dans son développement psychomoteur qui a envie de s'exprimer. Bon voilà, je pense que j'ai dit ce que je voulais dire sur l'observation. Ça questionne quelqu'un? Donc, on se constitue en modèle, on observe et on adapte l'environnement. Donc dans la crèche, c'est comme ça que ça se passe tous les jours dans une crèche Montessori. On agit parfaitement bien, on observe ce qui se passe, on range ce qui est mal mis, on prépare les petits plateaux, le matériel. Dans l'idéal, le top du top, c'est ça. Et puis, on comprend qu'on a réussi notre job quand l'enfant, eh ben, il vit sa life, quoi, tout seul. Il n'est pas à guetter, à chercher tu peux attraper le livre pour moi, tu peux m'aider à mettre ma chaussure, ou à l'enlever et me mettre pieds nus dans l'herbe. Ou voilà, il fait sa life en fait. Nous, les enfants, ils mettent leur couvert, ils se servent tout seuls alors qu'ils sont tout petits. Ils sont vraiment tout petits. Mais les voir au moment du repas, pour moi, c'est un kiff ultime. Parce qu'ils les tiennent bien, leurs assiettes, et ils ne les cassent pas. Hein. Franchement, quand on leur fait confiance et qu'on leur donne du vrai matos, ils font attention. Ils ont une capacité de concentration et de minutie quand ils en ont envie. Donc voilà, nous on est là pour lui dérouler le tapis, quoi. Un peu comme là, vous arrivez, toutes les petites chaises, elles sont bien mises. La lumière a été adaptée. Enfin bon, on prépare l'environnement pour que la personne soit bien, et puis comme ça, vous pouvez écouter ce que je raconte. Et puis explorer, ou... Enfin voilà. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus? Non? On passe à la suite. Et pour ça, rien de mieux que... Viens, on va ranger ça tous les deux. Tu te souviens où est-ce que ça se range, ça? Est-ce que tu veux bien aller ranger ça? Et moi, je vais aller ranger ça. Ou tiens, il faut que j'aille faire ça. Viens faire avec moi. On en a parlé de la collaboration tout à l'heure. Donc, à nous, adultes, de réfléchir comment est-ce que dans tous mes gestes du quotidien, je peux demander aux gens de m'aider. Moi, ça m'arrive de demander à des amis de fermer mon manteau maintenant. Je fais le début et tu fais la fin. C'est hyper agréable. Franchement, je vous conseille de vous le faire faire. C'est vraiment quelque chose de super cool. Se faire fermer son manteau. Donc, collaborer pour tout. Autant que possible. J'en ai déjà parlé, je m'emballe pas plus là-dessus. Bon. Vas-y. Pardon. Oui, c'est juste la collaboration du coup avec les enfants, c'est jusqu'à quel âge en fait? C'est-à-dire qu'on doit collaborer à un moment, il faut les laisser faire tout seuls ou être autonome ou... Alors moi je dirais oui. Quand il dit moi je fais tout seul. Ouais. Et en plus, si quand il veut faire tout seul, parce que les enfants veulent toujours faire tout seul à un moment, si on fait à leur place, bah il y a des chances pour qu'après, moi j'en ai vu des enfants, hein, bah après, vas-y mets-moi ma chaussure quoi, c'est bon. Il est passé le moment où j'avais envie de le faire tout seul. Maintenant j'ai compris que tu allais le faire à ma place. Alors que si on saisit cette occasion du moment où il veut, eh ben il va tout faire tout seul. Et la question que tu me poses, elle me donne envie de dire à partir de quand on peut commencer la collaboration. Et nous, ce qu'on voit en 0,3, de la naissance à 3 ans, c'est que dès le tout jeune âge, pendant les soins, c'est un moment idéal pour favoriser la collaboration. Donc, je vais prendre ton bras. Est-ce que tu veux bien... Ou alors, je lève ton bras. Et puis, quelques semaines après, c'est est-ce que tu veux bien lever ton bras? Et on se rend compte qu'il y a des tout petits bébés, quand on les change, eh ben, ils vont lever un peu la jambe. Et puis après, ils vont attraper la couche, et puis le savon, et puis c'est parti, quoi.
Du coup, j'ai pas répondu à ta question. Oui, bah, ça me laisse comprendre qu'il n'y a pas vraiment de. C'est selon l'enfant, quoi. Selon sa demande aussi. Ouais. Ouais. Donc c'est une bonne réponse. Et puis lui proposer, ça lui fait vachement bien qu'on lui propose de porter les choses avec nous. Il y a ça aussi, c'est qu'avant 3 ans, les enfants, ils adorent porter des choses super lourdes. Ils voient même plus leurs pieds. C'est génial. Donc faut pas hésiter pour porter les courses, pas les œufs, mais d'autres trucs, et ben c'est pas grave s'il met 1000 ans à les ramener à la cuisine, c'est trop cool parce que lui il est trop content, il participe à la vie de la maison, il collabore. Voilà. Est-ce que quelqu'un voit des limites à ce que je suis en train de raconter? Pareil, c'est intéressant quand on dit ouais elle dit ça, mais en même temps moi je pense à ça et ça peut pas marcher. Moi, je pense dans le quotidien, si par exemple, on laisse l'enfant s'habiller lui-même, mais vraiment 3 plombs, et qu'on est genre super en retard. Ouais. Comment on va être amené à avoir envie de le faire à sa place, en fait. Oui. Alors, quelle est la solution? Ouais. Mettre un petit sablier ou un petit timer où il voit le temps défiler visuellement pour que ça lui parle concrètement le temps qui passe. Ouais, mais si c'est écoulé. Ah bah il va en pyjama à l'école. Soit la veille on prépare, soit ce qu'on a vu en cours, enfin on a vu ça en cours, la semaine on fait avec eux et les week-ends on les laisse faire seuls quand ils ont plus de temps. Ouais, carrément, j'avais pas pensé, mais grave. C'est une alternative, quoi. Sous forme de jeu. Ou sous forme de jeu. Allez, regarde, moi je mets ma chaussure. Ah, toi aussi, oh, tu vas plus vite que moi. Ça peut. Mais moi, ce que j'avais envie de répondre d'emblée, c'est bah, faut se lever plus tôt. Je suis désolée. Mais du coup, le fait de se lever plus tôt, ça ne nuit pas à l'enfant? Bah alors peut-être qu'il faut se coucher plus tôt aussi. Et puis pourquoi est-ce qu'il faut qu'il se lève, le petit loup aussi? C'est parce que nous on va travailler, c'est pas juste. Il y a ça aussi à réfléchir. Faut pas travailler. Vous voulez dire quelque chose? Ok. Est-ce que ça répond un peu à la question ou... Ouais. Un petit peu. Ok. Oui, quand parfois on n'a pas le temps ou que l'enfant par exemple n'est pas disposé pour, je vais lui expliquer simplement bon bah là aujourd'hui je vais faire à ta place, mais la prochaine fois, je sais qu'à la crèche parfois il y a des moments où c'est le rush, puis la situation ne permet pas de faire doucement avec les enfants. On explique, bon bah je vais un peu plus vite, là cette fois c'est moi qui le fais, mais la prochaine fois je sais que tu as la capacité de le faire, tu pourras le... Voilà, parfois il y a des moments où expliquer, bon bah là je suis me dépêcher, il y a un travail, Ouais, expliquer, tout le temps expliquer. Ils comprennent tout, hein. Mais même tout petits, ils comprennent tout. Moi j'ai une question, mais dans le sens inverse. Là je suis dans le centre de loisirs et on a certains enfants. On travaille beaucoup, mais c'est vrai que c'est plein de collaboration, on fait des choses avec les enfants, on leur propose de participer à l'ensemble des tâches quotidiennes. Ça fait partie du projet pédagogique. Comment on fait quand on a un enfant qui justement prend trop la place et à force de faire avec l'adulte, prend la place de l'adulte, par exemple auprès de ses camarades, c'est hyper difficile à recadrer et même avec toute la bienveillance du monde, à un moment où voilà, il y a quelque chose qui doit être... Comment on fait quand ça va jusque-là avec cette collaboration? Alors moi j'ai des petites idées qui me viennent, mais est-ce que quelqu'un a envie de répondre à des idées aussi? Ouais. Peut-être que son environnement est pas adapté. Enfin, c'est pas adapté. Pour lui, c'est... Tu entends? L'environnement qui n'est pas adapté. Enfin, c'est... Enfin, je veux dire, c'est pas fait. Ils sont Peut-être ils s'ennuient. On voit ça quand à la fin de la crèche, quand ils vont passer à l'école, les 6 derniers mois et demi de la crèche, c'est compliqué parce qu'ils s'ennuient un peu, ils vont tout le temps être avec les adultes et faire... Ouais, c'est vrai ça. Peut-être trouver quelque chose de plus complexe à lui proposer encore. Ou peut-être proposer une sorte de binôme, tu vas m'aider. Ou alors, vas-y.
Moi, des fois, les enfants, je dis bah vas-y, assieds-toi, hop, c'est pas l'orthophoniste, qu'est-ce que je dois faire? Ouais. Et ils sont trop rigolos, quoi, parce que. Bon, après, j'en ai qu'un seul. J'ai pas un groupe. Mais oui, c'est ça, la complexité, c'est quand il y a un groupe à gérer. Moi, ce que je fais à la crèche, quand je fais une activité, mais c'est encore différent quand je fais une activité avec un enfant, je suis avec cet enfant, et donc si quelqu'un d'autre arrive et a envie de faire et veut montrer, ben soit c'est utile et je dis merci beaucoup, mais maintenant je passe ce temps avec cet enfant, soit je lui dis clairement, écoute, là je suis en activité avec cet enfant, va te trouver une autre activité. Mais parce que l'environnement et le matériel permettent qu'il aille faire autre chose. Mais on pourra y réfléchir plus amplement. Ok? On peut passer à ça? Non, pardon. Tu voulais dire quelque chose? Non? Ok. Bon, alors comment se mettre bien? Parce que soyons honnêtes, quand on intervient auprès d'un enfant, ou même quand on intervient d'une manière générale, souvent c'est parce qu'on a besoin de se nourrir intérieurement et qu'en fait, ça arrive, hein, on se fait chier, on s'embête. On est là, on est là avec notre vie d'existentiel, on préfère pas trop réfléchir au sens de notre vie, alors on voit un enfant faire un truc et puis on dit non, pas comme ça. Ou alors attends, je vais faire à ta place, regarde. Alors ce qui est très important, selon moi, c'est de s'assurer qu'on est tout le temps bien. Donc collectionner les kiffs tout le temps pour se dire, pour se nourrir intérieurement et réussir à rester dans l'observation. Voilà, c'est ça en fait. C'est parce que vraiment la meilleure position, selon moi, au travers de cette pédagogie et de cette philosophie, c'est comment est-ce que j'observe ce qui se passe. Mais pour pouvoir juste observer, il faut être bien. Parce que si on s'embête, eh ben on intervient. Moi, pour ma formation, on m'a demandé de faire 300 heures d'observation. Je ne sais plus exactement, mais ça fait 2 mois à temps plein, je crois. Donc pendant 2 mois à temps plein, chaque jour de la semaine, j'étais assise sur une chaise dans une crèche et je n'avais pas le droit d'intervenir. Est-ce que vous imaginez ce que ça représente jour après jour d'être assise et de ne pas intervenir avec des petits enfants qui sont trop mignons et qui ont envie de faire plein de trucs avec toi et toi, tu es là. Non, ça c'est mon activité, va faire ton activité, toi. Alors que tu as trop envie de jouer avec eux. Et je me suis rendu compte que l'observation, ça m'a appris 1 milliard de choses et j'adore ça et j'adorerais toujours ça. Et que les moments où j'intervenais, parce que parfois je craquais, genre, attends, regarde, je fais ça. Ou alors, vous voulez que je vous donne un coup de main? Et ben c'est que je m'embêtais, ou alors que j'étais pas bien à ce moment-là avec moi-même et je voulais pas juste observer, il fallait que je fasse quelque chose. Donc, toujours se poser la question de quelle est mon intention. Est-ce que c'est parce que je m'embête? Ou est-ce que je suis trop bien et j'ai envie de partager ce pourquoi je suis trop bien? Est-ce que je suis claire dans ce que je raconte? Ouais? Ok, cool. C'est pour ça que quand à la crèche je suis dépassée par mes émotions, je vais rouler des tapis. Ou même faire du ukulélé. Hein. Je fais du ukulélé et je l'ai dit à mes patrons, il faut que vous sachiez, au moins 15 minutes par matinée, bah je me roule par terre ou je fais du ukulélé ou je roule des tapis parce que j'ai besoin de me recentrer, de prendre du temps pour moi. Est-ce que c'est OK pour vous? C'est OK pour vous? OK, c'est OK pour moi? Cool. On est beau. Voilà. Alors, je vous invite à réfléchir à ce qui vous fait kiffer votre life et à collectionner plus encore de petites choses comme ça qui vous font plaisir. Et d'ailleurs, c'est dans la formation, on nous dit, une éducatrice Montessori, un éducateur, doit avoir des pratiques sportives et ou artistiques. Et même, on nous a demandé de faire de la méditation. Sur de la musique classique, donc c'était même pas vraiment de la méditation. Mais on avait une fois par semaine, on s'allongeait toutes par terre et on écoutait de la musique classique. Un morceau que Patricia Spinelli adorait. Voilà. Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose sur ça? Moi, ce qui me questionne, c'est comment font les parents qui n'ont pas le temps ou qui prennent pas le temps, parce que j'ai souvent l'impression que c'est ça, en fait. C'est, mais moi, je veux bien kiffer ma life, mais j'ai pas le temps. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y a des parents parmi vous qui ont des techniques, des babysitters gratuits ou qui auraient envie de partager des combines pour prendre du temps pour soi, même quand c'est très compliqué? Faire des temps calmes avec les enfants, déjà, ça peut... Faire des temps calmes avec les enfants? Ouais, ça peut poser. Oui, et puis il doit y avoir moyen de dire,
on va faire un temps calme ensemble en collaboration, et puis peut-être que l'enfant à ce moment il se dit ouais c'est bon je les connais tes temps calmes, et puis il va jouer, et puis là c'est le moment de prendre du temps pour soi. Mais ça me questionne quand même parce que on n'est pas en pleine disponibilité affective pour soi. On sait quand même que l'enfant il n'est pas loin et qu'il va falloir répondre à ses besoins s'il faut. Je crois que c'est très important d'être juste avec soi et d'avoir la disponibilité intellectuelle et affective vraiment juste pour soi. Parce que même pendant la sieste d'un enfant, notre cerveau il est en mode on n'est pas complètement serein. C'est compliqué quand il y a les enfants à côté. Oui, bah oui. Personne n'a trouvé de combine. C'est pas mes enfants, mais ma cousine a des enfants et avec la voisine, ils font des sortes de petits roulements. Yes. Des petits ateliers. Voilà, par exemple, je sais pas, une demi-heure dans l'après-midi, une demi-heure dans l'après-midi. Et ben ils vont chez les voisins, ils font des jeux ensemble, ils sont dans le jardin. Et puis la semaine d'après, c'est chez ma cousine. Ok. Bah ouais, moi j'aime beaucoup cette idée, la vie en communauté. Échange de voisins. Ouais. Je donne des enfants, je donne des pâtes. Oui. Ouais. Moi, je pense qu'il y a un truc qui est super important, c'est la nature pour les enfants. Ils apprennent énormément en vivant dans la nature, l'observation, la patience. Et plus jeunes, nous, de notre génération, il y avait beaucoup de nous-mêmes, dehors, jouer, tout ça. Et là, maintenant, c'est triste, on voit tout en France. C'est le bonheur, quoi, avec la nature. Et je me dis, déjà, ceux qui n'ont pas de jardin, des choses comme ça, je me vois, c'est hyper important, quoi. Enfin, moi, j'ai appris tellement dans la nature que moi, mes enfants. Bah oui, ça me donne envie de faire ça. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que c'est vraiment un terrain d'apprentissage extraordinaire. La nature. Quel est le rôle de la nature de l'éducation maternelle et combien à peu près le pourcentage des enfants quand ils apprennent dehors? Alors je pense que c'est une question à laquelle, la deuxième question en tout cas on ne peut pas y répondre parce que Montessori n'a pas émis de pourcentage à ce propos et quand bien même elle l'aurait fait ça ne serait pas respecté ou quoi ou qu'est-ce. Quelle est la place de la nature? Moi ce qui m'a attirée dans la pédagogie Montessori en tout premier c'était ça, c'était le fait que j'avais entendu parler d'écoles maternelles où les enfants pouvaient choisir entre l'extérieur et l'intérieur pendant leur journée et qu'il y avait des chèvres dans le jardin et tout. Mais je peux dire que ça. Il me semble que pour le primaire chez Montessori, c'est des fermes pédagogiques. Donc il y a un lien total, constant avec l'extérieur et la nature. Mais je ne pourrais pas dire plus que ça parce que moi j'ai fait ma formation Montessori à Paris, où les crèches, il n'y avait pas de jardin. On sort les enfants dans le parc quand il fait beau, au moins une fois par jour. Nous à la crèche, on essaie beaucoup, mais on est souvent contraints par tout plein de règles, de sécurité et tout. Si ça tenait qu'à moi, j'aurais envie de dire l'enfant, il faut qu'il ait toujours accès à l'extérieur. Mais comme nous, adultes. Et du coup, dans l'école Montessori, parce que vous êtes à côté d'une école primaire, c'est ça? Maternelle? Maternelle. Les deux? Et là-bas, il y a un espace de nature? Ouais, et je crois même qu'ils font la sieste dans une yourte en jardin. Ouais. Ouais. Au sujet de la nature, il y a un super film qui s'appelle Une autre connexion. On est allé voir avec l'autre connexion. Ouais. On est allé voir avec Lemka. L'autre connexion. C'est un Français qui a rencontré une Québécoise. Donc il est parti habiter au Québec et ils ont ouvert une sorte d'école, on va dire l'école de la vie, quoi, sauvage, dans la forêt, et qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il neige, parce que c'est le Canada. Ils sont dans la forêt avec leurs petits imperméables, leurs petits kawaii Batman, et ils regardent les oiseaux, ils dessinent les feuilles, ils reconnaissent les bruits des oiseaux, ils jouent avec des bouts de bois, ils font des cercles de gratitude. Et franchement, c'est super chouette, quoi.
Donc ça devrait... Ouais, ben, je veux bien, moi, tout ce que tu racontes, que tu me le redises et que tu me notes tes références et tout, ça m'intéresse Et il va vachement. être sur internet en libre, quoi. Visionnage libre. Ok, parfait. Parfait. Est-ce que tout le monde a bien compris? Après, je trouve ça c'est l'idéal, tout ça, mais après, on vit quand même dans un monde où il y a des facteurs de contingence, on vit dans un monde très connecté, et cet environnement-là, malheureusement, il gravite autour de l'enfant aussi. Et bon, on se rend compte un peu de face négative du monde connecté, tout ça, mais comment faire pour que l'enfant ne se retrouve pas emprisonné là-dedans, parce qu'il va voir ses copains à l'école, tout ça. Si on lui interdit tout ça, enfin, interdit au bout d'un moment, quand il sera adolescent, peut-être qu'au bout d'un moment, il fera totalement l'inverse, il passera énormément de temps dessus, donc il faut trouver juste le milieu et c'est pas simple. Et c'est sacrément compliqué. Parce que c'est des facteurs auxquels enfin oui. Alors, Enfin, non, je comprends. ta question c'est comment est-ce qu'on fait? Ouais. Bah, moi j'aurais plein d'idées mais j'ai pas d'enfant. Alors je peux te dire qu'à la crèche on n'a pas d'écran et qu'on n'est pas sur nos téléphones portables parce qu'il faut se constituer un modèle. Ah voilà ma réponse. L'enfant il fera bien ce qu'il voudra au bout d'un moment, c'est clair. Mais il fera aussi beaucoup ce qu'il a observé. Donc quel environnement est-ce qu'on lui propose? Est-ce que quelqu'un a envie de répondre à cette question? Parce qu'il y a des parents et vous avez peut-être des techniques genre timer le moment sur les écrans ou tu as le droit de regarder la télé mais seulement si tu choisis ton programme. Oui? J'ai une copine en fait qui a 2 enfants et elle me disait qu'en fait elle n'avait jamais interdit les Tu entends? écrans. En fait, elle me disait qu'elle leur avait jamais interdit les écrans et que pour autant, aujourd'hui, et du coup ils sont pas tout le temps dessus parce qu'ils y ont droit et qu'ils apprennent la dose de trucs avec leur jeu, leur truc, machin. Mais j'étais la première Liberté. Étonnée qu'on fasse ça. Mais c'est génial, je trouve. Ok, liberté. Après, quand on voit l'évolution quand même de la génération Z, 18-20 ans là, actuellement, c'est quand même ultra connecté. On voit le taux de suicide qui a explosé chez les jeunes adolescents. On vit dans ce monde-là. Et après, c'est un âge plus avancé, mais bon, petit, il faut savoir lui donner un peu de clé pour faire face à ça. Mais je serais intéressée d'en parler à un autre moment parce que du coup on s'éloignerait un peu, mais ça m'intéresserait beaucoup d'avoir cette conversation. Effectivement, on peut quand même... Moi je pense qu'au niveau de l'environnement, c'est l'environnement qui a un peu changé, je pense, depuis quelques années, dans le sens où il y a beaucoup de numérique qui est présent et de moins en moins de jeux sans aucun son, enfin juste des jeux, je sais pas comment dire ça, mais non justement, ouais voilà, physique, quelque chose de matériel vraiment, et que du coup l'enfant peut-être qui s'ennuie totalement et que il y a tellement de possibilités de jeux à faire, de choses à découvrir sur le numérique, et du coup il va sur ça puisqu'il n'a rien d'autre à faire à côté. Ça manque peut-être, finalement. Ou qu'il n'a jamais appris à faire autre chose. Qu'est-ce que l'environnement lui propose? Quel matériel on lui propose? Comment est-ce qu'on se comporte? Tout ça, ça joue beaucoup. C'est des vraies conversations, tout ça. Je voudrais quand même qu'on revienne sur ce point, parce qu'on parle des choses un peu super sérieuses, alors que normalement, on parle de se mettre bien. Est-ce que tout le monde a compris l'intérêt? C'est hyper important pour moi. De prendre du temps pour soi, pour pouvoir être bien avec l'autre. Alors oui, être avec les autres, ça fait qu'on est bien soi aussi. Mais je crois que c'est quand même très très important de prendre du temps que pour soi, avec soi. Voilà. Aux toilettes. Mais pourquoi pas? Moi je me dis comment ils font les gens qui travaillent dans des bureaux quand ils en peuvent plus de leurs collègues ou de leur vie. Ils n'ont pas de salle spéciale expression des émotions, avec de quoi faire de la peinture ou du cerceau. Donc ils vont dans les toilettes. Bah ouais. Du coup, nous, dans nos toilettes à la crèche, on a envie d'afficher une liste des émotions, des besoins et une petite marelle de communication bienveillante. Parce qu'effectivement, les toilettes, c'est un bon endroit. On est tout seul. Mais je me dis, ceux qui ont des bureaux où il y a des toilettes les uns à côté des autres, tu peux pas péter un câble s'il y a quelqu'un dans les toilettes à côté de toi. Il faudrait pouvoir sortir, quoi. Et puis se mettre pieds nus. La communication bienveillante.
Est-ce que quelqu'un a envie d'en parler à ma place? Moi, je ne suis pas une professionnelle. J'aime beaucoup. Je suis complètement passionnée de comment est-ce qu'on apprend à reconnaître ses émotions et ses besoins, mais peut-être que quelqu'un a envie de décrire à cette merveilleuse assemblée ce que c'est. Non. Moi, j'ai juste une question. Est-ce que c'est la même chose que la communication non violente ou pas? Ouais, je dirais oui. Mais bon. C'est plus sympa de dire violente. C'est plus sympa déjà d'appeler dans le terme bienveillant plutôt que de mettre une négation. Positive. Ne pas utiliser la négation. Pas utiliser la négation, ça fait partie de la communication. Ne cours pas. Au lieu de dire ne cours pas. Marche doucement. Au lieu de dire ne crie pas. Doucement. Au lieu de dire fais pas ça. Tu pourrais faire ça. Ou ça. Oui. Ça fait partie de... Au lieu de dire tu m'énerves, tu dis ton comportement m'énerve. Il faut toujours dissocier l'acte de la personne. Plutôt que de dire tu m'énerves, dire ton comportement m'énerve. Et toi tu dirais je me sens énervée. Ou quand je vois ce comportement. Mais jamais dire que c'est la personne qui est énervante ou qui est méchante ou qui est... Ouais. En fait, c'est un travail énorme parce que, comme disait Marion avant, il faut être bien. Et en fait, pour en venir à la communication bienveillante, il faut arriver à prendre du recul, à trouver les bons mots. Et c'est aussi se respecter soi-même. Écouter et s'écouter. Écouter l'autre et s'écouter soi-même. S'assurer d'être bien avant de vouloir communiquer quelque chose à l'autre. Et déjà aussi quand on communique, parler de ses ressentis sans attaquer l'autre directement en disant ah t'as fait ça, tu m'as blessé, ou plutôt de dire ouais je me suis senti mal ou je me suis senti blessée. Partir dans l'autre sens comme ça, l'autre ne se ressent pas attaqué, ne se retrouve pas à se refermer sur lui-même. Oui. Même la communication bienveillante envers soi-même avant d'être envers l'autre. Par exemple, là, à ce moment-là, qu'est-ce que je ressens? Donc, est-ce que je ressens que j'ai chaud, que j'ai faim, que je suis énervée, que je suis contente? Et quels sont mes besoins dans l'instant? Est-ce que j'ai besoin de me relier aux autres, contribuer? Du coup, là, moi, je suis dans le besoin de contribuer et de parler. Quel est mon besoin? Et ensuite, si je veux inclure l'autre dans la relation, de dire est-ce que là je me sens ok pour aller lui dire ça, ou est-ce que je me sens pas ok, et du coup se respecter. Si je me sens pas ok, que tu me demandes est-ce que tu veux bien garder mon chat ce week-end, non je suis pas ok, donc je te dis non en fait. Et ne pas se sentir responsable de dire non, parce que si je te dis oui, ça va à l'encontre de mon besoin qui est de rester passer le week-end avec mes petites plantes et de bouquiner sur mon canapé, et que je veux que la maison reste propre et pas pleine de poils de chat. Je suis bien d'accord. Pour moi, on a un sérieux problème, c'est qu'on a beaucoup de mal à mettre des mots sur nos émotions. On a beaucoup de mal à ressentir, à mettre des mots sur ce qu'on ressent. Moi, je vois en sophrologie, quand j'essaie de proposer aux gens de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, c'est souvent très limité entre je me sens bien ou je me sens pas bien, ou calme, ou bien ou pas bien. Souvent c'est ça, c'est je suis bien ou je suis pas bien, alors qu'il y a tout plein de mots pour les émotions. Donc moi je me balade tout le temps avec ma liste des émotions. Et quand je suis pas bien, moi je vais pas dans les toilettes, je vais dans ma voiture et puis je sors ma petite liste des émotions. En vrai, je l'ai pas imprimée, donc je suis comme ça sur mon téléphone et je regarde ma petite liste des émotions. Je suis obligée de grossir pour toutes les voir. Et je fais le tri de tout ce que je ressens. Et après, je prends ma liste des besoins, qui est imprimée. Et là, je regarde. Ok, quels sont mes besoins là maintenant? Est-ce que j'ai besoin d'appréciation? Est-ce que j'ai besoin de beauté? Est-ce que j'ai besoin de co-création? Est-ce que j'ai besoin d'affirmation de soi? Est-ce que j'ai besoin de comprendre ce qui se passe? Et après, je me dis, alors comment est-ce que je peux répondre à mes besoins toute seule? Je ne vais pas demander à quelqu'un d'autre de répondre à mes besoins pour moi. Et bien souvent, quand on regarde, quand on est avec un enfant et qu'il nous met dans une situation, que la situation est compliquée pour nous, juste lui dire, là, y a de l'eau partout,
je me sens... Je me lance dans un gros exercice, hein, j'espère que ma phrase va être bien. Il y a de l'eau partout, je me sens... mouillée. Ça me fait ressentir de la colère, alors que j'aurais besoin d'harmonie et de beauté dans cette pièce. Déjà, on n'est pas en train de lui dire « Ouais, tu fais quoi? Tu m'énerves, t'en as foutu partout. » C'est carrément plus « Ok, t'es pas responsable, c'est juste moi là, avec moi, c'est compliqué. Je suis en train de vivre un truc, wouh !» Et après, je me dis « Bon, comment est-ce que je peux répondre à mon besoin de beauté et d'harmonie? Peut-être qu'il faut que je sorte de cette pièce très vite et que j'aille dehors et puis respirer un bon coup et apprécier la beauté et l'harmonie de cet endroit. Et puis une fois que mon besoin il est comblé, je retourne à l'intérieur et puis je fais ce qu'il faut. » Ou alors, on collabore. Tu te souviens où est-ce qu'elles sont les petites éponges? On va aller chercher les petites éponges ensemble. Et puis on va chercher les petites éponges ensemble. Et puis on éponge ensemble. Et tu te souviens où est-ce qu'elles sont les petites serviettes? Tu veux bien aller chercher une petite serviette? On va chercher la petite serviette. Et puis on essuie ensemble. Et puis après on se sent beaucoup mieux. Est-ce que ça parle un peu ce que je dis ou c'est super bizarre? Non, ça parle? Vous pouvez faire comme ça. Ok. Je peux que vous conseiller de vous imprimer des petites listes d'émotions et de besoins et de les avoir toujours sur vous. Moi, je pense aux assistantes maternelles, par exemple, qui ont, par exemple, 4 enfants. Je trouve que ça peut être compliqué, en fait, à mettre en place. Après, s'il y en a qui sont assistantes maternelles et qui ont 4 enfants à charge, qui arrivent, je veux bien des témoignages, mais... Enfin... Je suis complètement d'accord, mais je trouve que ça peut être peut-être un peu compliqué à mettre. Plus que pour une maman qui aurait 4 enfants? Non, je dis assistante maternelle. T'es avec 4 enfants et des assistantes maternelles, mais oui, voilà, avec un enfant, 2 éventuellement, je pense que c'est faisable. Après, je trouve que ça peut devenir compliqué. Mais... Tu trouves que ça peut devenir compliqué de se poser pour regarder une liste des émotions et des besoins? Oui, par exemple, ou de pouvoir se concentrer sur un seul enfant. Oui, de se concentrer sur un seul enfant. La semaine dernière, j'étais en petite formation sur la gestion de conflits et j'ai retenu une chose qui m'a beaucoup plu, c'est ça. C'est quand on veut parler avec quelqu'un pour gérer une situation conflictuelle, il faut qu'on puisse être à 2 dans une pièce, juste tous les 2. Ça, on le voit bien, hein, quand on se prend la tête avec son amoureux ou un copain ou une copine devant plein de gens, ça marche pas. Il faut qu'on aille parler à 2. Avec les enfants, on a tendance à tout lui dire devant tout le monde. Et il est censé résoudre son problème ou résoudre ton problème devant tout le monde. Alors ça aussi, c'est une question que je me pose. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un environnement adapté, pour pouvoir se mettre avec un seul enfant et discuter avec lui de ce qui se passe? Je n'ai pas de réponse à ta question. Je ne sais pas comment je ferais si j'étais maman de 4 enfants ou si j'étais assistante maternelle et que j'avais 4 enfants chez moi et que j'avais un truc à gérer avec un enfant. Autant en crèche, il y a les collègues, je trouve qu'on peut plus facilement... c'est quand même plus facile. Non? Oui. Et ça serait plus simple en crèche, parce qu'on peut déléguer aux collègues. En tant qu'assistante maternelle, c'est beaucoup plus facile avec ses propres enfants. Il n'y a pas la charge émotionnelle, on est envahi quand on est parent, par l'émotion, par l'amour, etc. Même si on a beaucoup de tendresse pour les enfants, mais on est plus pragmatique et c'est plus professionnel. On est plus professionnel. Quand on est parent, on est comme tous les parents, même en tant qu'assistante maternelle, c'est plus difficile. C'est pour ça que je propose aux parents de prendre mes enfants en échange. Parce que c'est plus facile avec ceux des autres. On a plus de recul, voilà. On dit qu'il faudrait tout un village pour élever un enfant. C'est pas plus difficile avec 4 enfants, parce que je fais ça maternelle et j'ai 4 enfants. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas plus difficile. On arrive à gérer, parce qu'en fait, le conflit, souvent, c'est pas les 4 enfants en même temps. On n'en gère qu'un seul quand il y a un conflit, et on arrive, contrairement à ce qu'on pense, on arrive à isoler parfois ce que tu disais. On arrive aussi à isoler avec un seul, à se mettre avec un seul et à parler quand il faut parler avec lui d'un problème ou ce qui s'est passé. Mais non, c'est pas plus difficile que ça. Ça vaudra le coup peut-être d'en reparler. Je vais avancer un peu parce qu'il faut que j'avance un peu. 3 petits points. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui,
Je voudrais que vous réfléchissiez à vos 3 kiffs du jour et que vous les partagez avec votre voisin. 3 kiffs du jour. Ouais. 3 kiffs qu'on a vécu aujourd'hui. Vous avez 3 minutes. Ça me ferait super plaisir qu'on réfléchisse tous en fait à cette question et que vous allez encore pouvoir tchatcher entre vous par petits groupes cette fois-ci si vous voulez bien, entre 2 et 4 personnes. Si c'est moins ou plus, je pète un câble. Ok. Non, je rigole, vous faites comme vous voulez. Avec tout ce qu'on a abordé ce soir, avoir des pistes de réflexion sur comment créer un espace-temps, des conditions spatio-temporelles dédiées à l'expression des émotions. Alors tant que ça soit à la maison ou au travail. Cette question m'est venue en tête quand il y a 2 ou 3 semaines, légèrement éméchée, au cours d'une soirée dans ma colocation, on a discuté du fait qu'on prend le temps, autant que faire se peut, à raison d'1 fois par mois, qui se fait plutôt 1 fois tous les 3 mois, de partager ce qu'on ressent tous ensemble à propos de la vie en communauté et d'aborder les thèmes sur lesquels on ne serait pas OK ou pas aligné. Et on réalisait, je ne sais plus qui de nous réalisait que waouh, on se permet ça tous ensemble, on s'offre cet environnement et en plus c'est dans le salon. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Parce que c'est un lieu où étonnamment, on n'est pas souvent tous les 4 sur ces canapés en même temps, mais quand on y est, du coup, ça favorise cet échange, on se met dans des conditions, on est disponible intellectuellement et affectivement pour partager nos émotions et nos besoins. Et je me suis dit, waouh, mais c'est trop chouette parce que j'ai le sentiment que ça nous fait grandir beaucoup, beaucoup, tous ensemble dans les directions où on a envie d'aller et à une vitesse assez incroyable. Et donc voilà, je me disais, en fait, en famille aussi, on devrait faire ça parfois même avec les enfants, discuter du ménage, de la vaisselle, de comment on se sent par rapport à ça, mon espace de vie, le tien, comment ça se passe. Voilà. Et au travail, on essaie de le faire aussi beaucoup, de créer des moments où on partage ce qu'on ressent, partager nos rêves, tout ça. Bon, voilà. Bref, ça me ferait plaisir que vous en parliez en petit groupe pour le temps qui nous reste. Genre, vous avez 7 minutes, peut-être 8, et pour qu'on ait le temps de faire un mini débrief après de ça. Donc voilà, je vous laisse en totale autonomie pour la création de vos petits groupes. Ça
Est-ce que quelqu'un a envie de partager un peu sur son retour de groupe? Des techniques trop cool. On a réfléchi par rapport à peut-être instaurer donc, un espace-temps, pour que l'espace-temps ça devienne de plus en plus naturel, le moment d'exprimer ses émotions, en faire un peut-être le matin en se réveillant justement pour se recentrer sur soi. Par exemple, il y a des matins où on se réveille et on est pas bien parce qu'on a fait un rêve un peu bizarre et on est dans une sorte de flou bizarre, et puis pour éviter que ça traîne toute la journée, cette sorte d'émotion un peu étrange et non identifiable, le matin, avant même de mettre un pied par terre, donc se recentrer, se dire ok, comment je me sens, qu'est-ce que je ressens là, ah ok, c'est un peu étrange, mais bon, maintenant c'est passé, c'était mon rêve, je laisse à part et je recommence à zéro avec une émotion neuve en fait, une émotion neutre un peu. Je sais pas, et voilà. Je suis complètement ok. Oh yeah. Se mettre, quand on est en groupe aussi, de parler de ses intentions de la journée. C'est important, je pense. Des intentions positives ou enfin les intentions. Bah, tu te réveilles avec des émotions et du coup tu vas faire quelque chose de ces émotions-là le matin. Et qu'est-ce que tu vas faire pour qu'elles restent positives, ou si jamais elles sont négatives, pour qu'elles restent, pour qu'elles se transforment en quelque chose de plus positif pendant la journée, par exemple. Est-ce que tu as l'intention de vraiment aller mieux dans la journée, si jamais tu as fait un cauchemar qui t'a déboussolé le matin? Tu vois? C'est pas en mode là, j'ai l'intention aujourd'hui de penser à aller laver mon vêtement, ou non, c'est l'intention plus. Il y a un truc qui marche bien en ce moment, c'est la gratitude. Enfin, de remercier, de se dire pourquoi je suis ici, et tout ça, et ça marche bien après tout au long de la journée. Quoi, pour passer une bonne journée en fait. La gratitude de se remettre, de se recentrer, de dire bon, qu'est-ce que j'ai? Voilà, j'ai un appartement, j'ai ça, et puis de voilà, relativiser, puis après, voilà, puis remercier. Merci. Ouais. Gratitude, intention. Respirer le matin. La respiration. Ouais. Le pouvoir de l'intention. Oui. Une autre technique? Moi, en collectivité, je fais ça en colo avec une association, la Biole. On fait des colos de vacances alternatives, et je le fais aussi à Capsule, ici au centre de loisirs. Avec les enfants, chaque jour, on fait un bilan en fait. Et c'est un temps de parole qui est ritualisé, où les règles sont définies au début du séjour, en collectivité. Et du coup, chacun s'exprime comme il le veut, soit on décide ensemble qu'on fait un tour de table classique, soit chacun prend la parole au moment pour s'exprimer sur un point négatif et un point positif de la journée. Et on a transformé le point négatif en axe d'amélioration en gros. Et voilà, chacun peut le dire, et en fait on n'a pas le droit de réagir, c'est juste chacun qui son ressenti. Et ça marche super bien. Du coup, ça permet de poser ça là, et une fois que c'est posé, on peut passer à autre chose. Ouais. Avec un petit bâton de parole ou pas? Alors, on fait sans bâton de parole en colo. C'est vrai qu'ici, on a tendance à essayer de cadrer la parole, ça marche pas à tout. Enfin, je pense qu'à chaque groupe, un outil peut évoluer, et on a même des petits plus justement pour les améliorer. À tout faire avec moi. Quelqu'un d'autre? Autour d'une guitare, par exemple. Autour d'une quoi? Une guitare? Oui, une guitare ou un ukulélé, encore. Et faire une mélodie, puis faire en sorte que les gens s'expriment sans parole, sans rien, mais faire chanter, s'exprimer, enfin improviser. Ah oui, d'accord. Oui, c'est un bon moyen d'expression, d'expression. D'extérioriser aussi, communication, sans mettre de mots, mais juste de l'émotion. La musique, c'est ça. Ça sauve. Oh yeah, je suis d'accord. Ça veut dire que j'applaudis. Avec des petits animaux. Oui. En groupe, on prend la chienne, et puis on se met autour, et puis on essaye de deviner comment elle se semble, parce qu'elle parle pas, c'est un chien.
Et on se dit, oh regarde ses oreilles, oh bah c'est marrant, elles se mettent comme ça, oh puis ça a une queue. Et toi, est-ce que t'as une queue? Oh bah non, pas de queue, bah alors comment on peut savoir si t'es contente? Ah bah j'ai ça, et toi comment c'est quand t'es contente? Ah bah j'ai ça, et tes oreilles est-ce qu'elles bougent? Oh bah oui, j'arrive à faire bouger mes oreilles, regarde. Donc, et ça marche super bien. Et du coup, après on peut les modeler, toi quand t'es content. Quand est-ce que t'es content? Raconte un moment où t'es content, qu'est-ce que ça te fait, blablabla. Ok. C'est chouette. Médiation animale. Ok. On est dans le timing. Alors. Ok. On est bon. Merci beaucoup pour votre écoute, pour cette soirée. C'est de la bombe de balle, voilà, je l'ai dit. Ouais, je suis en kiff total. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire avant qu'on se sépare? J'espère que vous avez bien retenu environnement, matériel, posture de l'adulte, collaboration, ordre, rayon spirituel, esprit absorbant. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Bien-être, ouais, grave. Voilà. J'espère que ça vous sera utile, ces petits trucs que j'ai racontés. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Vous pouvez rester pour tchatcher un peu, pour boire un petit coup, si vous voulez. On a même un cubi de vin caché. C'est offert par la maison de quartier. Moi, je bois pas de vin, mais si vous voulez, vous pouvez. Voilà, vous pouvez venir regarder mes bouquins, vous pouvez vous faire des câlins si vous voulez. Et je vous dis quand même avant de partir, je fais de la pub, parce que quand même vous êtes super nombreux et que du coup je fais de la pub sur mes événements, parce que je propose des initiations et des ateliers qui reprennent ce que je viens de dire, mais en beaucoup plus élaboré, en plus petits groupes et en interactif. Et pour ce soir, c'est une petite participation libre. J'ai décoré de très jolies demi-enveloppes qui sont dans le fond de la salle avant de sortir. Donc si vous voulez me laisser des petites pièces, vous pouvez. Sinon, c'était déjà trop cool ce qui s'est passé. Et merci beaucoup à tout le monde. Merci. Avant que vous partiez, je voulais vous partager une expérience. En fait, je crois que c'était le bon moment là ce soir. Je les avais dans mon sac, mais c'était pas prévu du tout. On parlait tout à l'heure mais vous avez peut-être déjà fait l'expérience, tout à l'heure on parlait de la bienveillance, de la puissance des mots, de la puissance de l'intention. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une expérience avec le riz. Donc je pense que vous allez deviner lequel pot j'ai mis je t'aime, par exemple, et lequel j'ai mis je te déteste. Ça se voit franchement, mais à l'œil nu. Et j'ai commencé à faire ça il y a 4 mois à peu près. Donc je vous conseille de le faire avec les enfants, c'est génial. Vous prenez du riz, vous le cuisez, vous le mettez dans deux pots différents. Sur l'un, j'ai écrit je t'aime, sur l'autre, je te déteste. Je t'aime, oui, ça m'est arrivé de lui envoyer des je t'aime. Je te déteste, je l'ai complètement oublié dans un coin parce que j'arrivais pas à lui dire je te déteste. Et vous avez vu le résultat, franchement, je trouve ça très parlant sur la puissance des mots. Voilà. Merci beaucoup. J'en avais entendu parler plein de fois et j'avais jamais vu. C'était chouette.